Bonjour à tous, bienvenue dans le 14-16 sur France Info. On est en édition spéciale parce que le guide suprême iranien Ali Khamenei a pris la parole à la télévision d'État iranienne. On va écouter un extrait de cette prise de parole. Alors, je vais vous présenter d'abord mes invités. Fahimeh Robiol, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes franco-iranienne, ancienne ingénieure en Iran et au commissariat d'énergie atomique. Merci d'être avec nous. Christophe Gascar, notre spécialiste des questions internationales. Michel Fayad, bonjour. Vous êtes analyste politique et géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Amiral Koldefi, bonjour. Ancien inspecteur général des armées et ancien chef d'état-major adjoint. Alors, Christophe, on a d'abord, dans un premier temps, entendu une prise de parole d'Ali Khamenei. On ne l'a pas vu à l'image. C'était une photo du guide suprême iranien avec une voix qui s'exprimait à sa place. Effectivement, et des propos assez menaçants envers les États-Unis notamment. Effectivement, et aucun signe donc d'apaisement entre les deux pays, puisque à la télévision, l'Ayatollah Khamenei a assuré que l'Iran ne se rendra jamais. Vous le voyez donc. Cette image qui est désormais qui a donc été diffusée entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'on rappelle que ces derniers jours, la télévision d'État notamment a été fortement impactée. Donc j'allais dire que ce message est certes dirigé pour les Iraniens, mais aussi et surtout pour être une réponse à Donald Trump. Le guide suprême qui a donc proclamé qu'il ne se rendra à jamais et qui a donc mis en garde les États-Unis contre des dommages, je cite, irréparables en cas d'intervention dans le conflit entre la République islamique et Israël. Alors effectivement, Michel Fayad, Khamenei met en garde contre des dommages irréparables en cas d'intervention américaine. La nation iranienne ne se rendra jamais sous la pression. Clairement, il remet une pièce dans la machine du conflit, Ali Khamenei. Oui, en fait, par rapport aux Américains, il y a quand même une chose que les Iraniens ont déjà fait, enfin ce régime a déjà fait auparavant, c'est-à-dire il avait utilisé le Hezbollah, qui à l'époque s'appelait le Djihad islamique, pour attaquer les Marines américains, les parachutistes français, et ça avait entraîné le départ de la force multinationale du Liban. Et donc aujourd'hui, ce que Khamenei a derrière la tête, c'est qu'il peut utiliser la milice des Hachel Sha'abi, c'est-à-dire la milice irakienne pro-iranienne, pour attaquer les bases militaires américaines. Il peut demander aux Houthis au Yémen d'attaquer les sites pétroliers. Il l'a déjà fait hier, il a menacé de s'attaquer aux bases américaines dans la région. Et il peut attaquer aussi Oui, tout à fait. Et puis aussi, ils peuvent attaquer donc les sites pétroliers d'Aramco sur le sol saoudien, où il y a également des entreprises américaines, donc via les Houthis du Yémen. Et il peut aussi demander au Hezbollah d'attaquer l'ambassade des États-Unis au Liban, sachant que l'ambassade des États-Unis au Liban est la plus grande ambassade américaine de toute la région. Elle a coûté $1 milliard pour être construite. Elle a la taille d'une ville entière. Amiral Koldefi, est-ce que effectivement l'Iran a de quoi militairement mettre à exécution ces menaces d'Ali Khamenei? Bon, l'Iran n'a pas de quoi militairement, car là, il ne s'agit pas d'attaque militaire, il s'agit d'attaque d'un autre niveau, tout aussi dangereuse, mais qui ne changeront pas le cours de l'histoire. Et donc, l'ayatollah étant dans une position où il ne peut rien dire d'autre vis-à-vis de sa population, le pays se battra jusqu'au dernier, hors de question d'eux, il ne peut rien dire d'autre. Mais il est quand même dans l'impasse. Et la difficulté, c'est qu'il est face à une nation surpuissante, les États-Unis, une nation très puissante, Israël, et que pour les observateurs, c'est l'état final recherché, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera après, qui est important. Parce qu'il l'a dit très bien, on ne détruit pas une nation, on peut détruire un régime. On a détruit un régime quand, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a éradiqué tout ce qui était nazi. On a fait une nouvelle constitution en Allemagne, et on a un peuple allemand qui est maintenant totalement déconnecté de ce qu'ont fait leurs aînés. Et ça, il n'y a que ça. Mais on n'est pas parti pour éradiquer totalement l'islam chiite, qui est un islam différent de l'islam sunnite, bien sûr, en Iran. Donc ces attaques... Après, l'islam chiite, c'est pas Ali Khamenei. Ah, oui, il y a des rivalités quand même. Par exemple, il y a l'ayatollah Sistani en Irak, qui a une autre tendance complète de Khamenei. Khamenei, en fait, s'est autoproclamé chef de ce qu'on appelle le Vilayet et Fakir, c'est-à-dire un califat islamique
sur base en fait dirigée par lui, avant par Khomeini. Mais la réalité, c'est que en termes vous savez, de sages, de savants dans l'islam chiite, il est de loin pas celui qui est le plus élevé. Sistani est beaucoup plus élevé, et à l'intérieur même de l'Iran, il y a des chefs religieux chiites qui sont plus élevés que lui. Si vous allez à Qom ou à Mashhad, il y a donc des gens qui sont beaucoup plus avancés en termes théologiques que lui. Simplement, et en fait, il y a des rivalités chiites qui étaient extrêmement importantes en Irak. Saddam les a beaucoup combattus pour pas qu'elles créent un problème pour lui. Et donc, en Iran, eh bien, il s'est renforcé, en fait. On va écouter à présent, justement, une partie de la prise de parole d'Ali Khamenei. On a pu voir ces derniers jours, pendant les prières, leur présence après les prières de la mosquée, et aussi le niveau que le peuple iranien a obtenu, et aussi le courage. Et donc on peut constater cela dans notre peuple iranien. Et je rends grâce à Dieu que notre peuple croyant leur a donné ces possibilités. Et je dois ajouter ici l'action du peuple iranien a que la présentatrice de la télévision qu'elle a pu montrer au fait la puissance du peuple iranien aussi à la face du monde. Et ce qui s'est passé à la télé, c'est historique et a beaucoup de valeur. Sur un deuxième point, c'est ce qui s'est passé. L'action illogique de l'agression du régime sioniste envers notre pays s'est passé à un moment que les responsables de notre gouvernement étaient en train de dialoguer, discuter indirectement avec les Américains. Donc cette négociation. Et il n'y avait aucune action de la part de l'Iran, comme par exemple une action militaire ou une action agressive de notre part à ce moment. Mais on aurait pu imaginer que l'action d'agressivité qu'a eu Israël a aussi un rapport avec ces discussions. Et on peut de plus en plus en déduire que la relation entre ces deux activités. Et le peuple iranien, face à cette menace imposée, va rechercher plutôt la paix. Et le peuple iranien, face à la menace, ne se rendront pas. Et j'attends des pensants, des sages, mais aussi les personnes qui peuvent évoquer ce point par rapport au transmettre, au fait, c'est dire à tout le monde pour que cela devienne clair et qu'ils ne permettent pas l'ennemi avec des fausses informations puisse transformer la réalité. L'ennemi sioniste
a commis une grave erreur de ce grand crime qu'il a la responsabilité et il doit être puni. Et c'est le cas actuellement. Une punition que le peuple iranien et nos forces armées répondront contre cet ennemi qui est en cours actuellement. Cela est planifié dans l'avenir et cela a affaibli les Israéliens. C'est pourquoi leurs amis américains sont entrés en jeu et cela montre la faiblesse d'Israël. Et en dernier point, dernièrement, le président américain a commencé à nous menacer. Une menace verbale et aussi avec un ton sous la forme qui demande au peuple iranien clairement de se rendre. Et quand on est étonné de constater cela, d'ailleurs ces menaces ne doivent s'adresser à des personnes qui ont peur des menaces. Le peuple iranien a pu démontrer que face à des menaces, il ne craint pas, il n'a pas peur. Et quelques mots du verset en arabe. Donc le peuple iranien est convaincu que ces menaces n'auront pas de résultat et cela ne changera pas la façon de penser les actions du peuple iranien. Et aussi qu'on demande au peuple iranien de se rendre n'est pas quelque chose de logique. Et je pense qu'ils ne connaissent pas l'histoire et le peuple iranien. Sinon, ils n'auraient pas demandé cela. Nous n'avons agressé personne et on n'accepte pas non plus d'être menacés. Nous ne nous rendrons pas face à ces menaces. La logique du peuple iranien est ainsi. Mais les Américains et ceux qui connaissent la région savent que cela va en retour être contre leurs intérêts par rapport à ce que l'Iran pourrait subir. Et cette guerre pourra avoir des dommages irréparables. Notre cher peuple, comme je le dis souvent dans ce verset du Coran, aujourd'hui la vie continue et ne laissez pas l'ennemi qu'il ait le sentiment que vous êtes affaibli. Voilà pour cette prise de parole enregistrée. Christophe, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette prise de parole et le contexte de son enregistrement? Alors, d'une part, dans le contexte, on le sait, il est désormais reclus à un endroit dont on ignore, mais dont les services secrets israéliens disent qu'ils savent où ils sont, mais ce sont ce qu'ils disent, donc on ne peut pas le vérifier, mais néanmoins, effectivement, il est dans un endroit caché, raison pour laquelle, aussi pour des raisons de sécurité, vous le voyez bien évidemment derrière, c'est un rideau, c'est donc impossible de savoir exactement où a été faite cette prise de parole, mais surtout ce qui est assez intéressant, c'est qu'initialement, cette prise de parole, on n'a reçu que l'image fixe, donc peu avant 13h, avec une voix de femme qui était, selon
nos infos, soit la porte-parole, soit une présentatrice de la télévision, et qui récitait à peu près le même texte. Et ensuite, la télévision iranienne a diffusé cette allocution dont on vous a diffusé un extrait avec effectivement ces menaces de Khamenei, et où il parle que la nation iranienne ne se rendra jamais sous la pression. Je voudrais avoir votre avis. C'est pas la première fois que vous l'entendez. Non, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ça fait 45 ans. D'abord Khomeini et maintenant lui. Il y a deux choses que j'aimerais bien le dire. C'est la première fois qu'il emploie le mot nation. Jusqu'à maintenant, on parlait de ummat, c'est-à-dire donc l'ensemble, un groupe des musulmans, quel que soit, indépendamment des frontières. Donc il n'a jamais cru et n'a pas employé le mot nation. Et le peuple d'Iran, jamais, jamais, c'était des musulmans. Donc cela montre ô combien il est affaibli, et ça montre qu'il fait ses derniers efforts pour faire une sorte d'adhésion du peuple, qu'il y a maintenant 90% ne veulent pas lui, parce que c'est lui qui est le seul responsable de tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites c'est la première fois qu'il parle de peuple. On sait que la population iranienne, en termes de religion, d'origine, très diverse, il y a différentes ethnies, il a peur d'une division encore plus forte et d'une fracture encore plus forte, non, je pense potentiellement de la société. Je pense que la nation, ça existe. C'est-à-dire, ils sont iraniens, et après, ils sont kurdes, turcs, arabes, etc. Mais là, il est en train d'essayer, à travers de cette ruse, de consolider, peut-être va avoir la population un peu plus adhérée à ce qu'il est en train de faire. C'est tout simplement une stratégie qui est avouée à l'échec, parce que tout le monde sait que c'est lui qui est responsable de tout ce qui vient d'arriver. Donc c'est impossible qu'il y ait, comme on a pu dire ces derniers jours, face à la peur des bombardements israéliens, une sorte d'effet drapeau en Iran derrière le guide suprême. Ce que je pourrais vous dire, c'est les premiers moments que Israël a frappé et a fait disparaître les quelques généraux importants. Les gens étaient soulagés parce qu'ils attendaient ces moments avec beaucoup d'attentes. Et puis, inquiets, mais soulagés. Il y a des gens qui sont, quand vous regardez Twitter, etc., sont tellement contents. Enfin, il y a quelqu'un qui est en train de nous libérer des choses que nous ne pouvions pas faire avec les mains. Pas que. Il y a plusieurs voix quand même en Iran, et on a pu le voir sur ce plateau parce qu'on a organisé un débat il y a quelque temps. Il y a aussi quelques manifestations, en tout cas au début, pro-régime. C'est pas si simple que ça. Non, les manifestations pro-régime, c'est vrai qu'il y a encore des gens avec le régime, mais il y a quand même une force qui s'appelle les Bassidji, qui est une force de répression. Ce sont eux qui, par exemple, arrêtent les femmes, les emprisonnent pour un non-port du voile ou un port du voile pas très conforme à ce qu'ils souhaitent. Eh bien, eux également ont installé des checkpoints un peu partout dans les grandes villes, y compris dans Téhéran, pour forcer les gens à manifester leur soutien. Donc en réalité... Il faut faire attention à ce qu'on voit. C'est-à-dire, il y a des gens effectivement qui sont encore avec le régime, mais il y a des gens qu'on croit être avec le régime parce qu'ils sont là, mais qui ont été en réalité forcés d'être là. Donc, il y a cet aspect quand même à prendre en considération. Il y a une chose quand même qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que les gardiens de la révolution contrôlent à peu près 2/3 de l'économie du pays. Et ce sont eux qui ont l'essentiel des armes. L'armée iranienne, qu'on appelle Artesh en persan, et c'est une armée qui, à la base, était l'armée du Shah et qui était très forte, mais qui, avec Khomeini et ensuite Khamenei, s'est transformée finalement comme une gendarmerie. Ceux qui ont vraiment le pouvoir militaire, ce sont les gardiens de la Révolution. Et ces gardiens de la Révolution, eh bien, ils ont essayé de rentrer dans tous les paliers de la société, si bien que quasiment toute la population iranienne a un lien avec. Soit il y a une famille, un de ses membres qui est un combattant chez eux, soit il y en a un qui est un salarié chez eux. D'une entreprise qui appartient à... Il contrôle la construction, il contrôle le pétrole, le gaz, les ports, les aéroports, en fait, quasiment tout. Donc en fait, presque tout le monde est obligé d'avoir un lien avec eux. Mais ce qui est intéressant à voir, et qu'on verra peut-être dans les prochains jours, c'est qu'il ne reste plus que 2 grosses figures parmi les gardiens de la Révolution. Ceux qui sont en place, ils ne sont pas importants, ils n'ont pas le charisme, ils ne sont pas rassembleurs chez les gardiens. Je parle que chez les gardiens, pas dans le peuple iranien.
Chez les gardiens, il y a deux figures encore. Il y a un qui s'appelle Mohsen Rezaï et l'autre qui s'appelle Mohammad Ali Jafari. Les deux ont été pendant plus de 10 ans les chefs des gardiens de la Révolution. Ce sont les deux seuls encore en vie. Si eux venaient à tomber, alors tout est possible. Mais s'ils sont encore en vie, ils vont essayer de maintenir le plus longtemps possible ce corps des gardiens de la Révolution encore fort et uni. Donc réellement pour Israël, si vraiment Israël souhaite casser le corps des gardiens de la Révolution, il va falloir tuer ces deux personnalités qui sont à la limite plus importantes que Ali Khamenei. Parce que Ali Khamenei, c'est un symbole d'oppression pour les Iraniens. Donc effectivement, s'il venait à être tué, les Iraniens vont manifester leur joie, enfin une grande partie d'entre eux. Mais concrètement, sur le terrain, la République islamique ne s'effondrera pas. Il faut vraiment que ces deux-là, qui sont encore les deux grosses figures des gardiens, soient tués pour que vraiment la République islamique vacille réellement. Est-ce que vous avez l'impression, la sensation qu'Ali Khamenei est affaibli aujourd'hui, en l'écoutant, puisque ce n'est pas la première fois que vous l'entendez? Tout à fait. Mais ça fait depuis la chute de Hamas, Ashtel Shabi, Hezbollah. On voyait à chaque étape, ces discours étaient encore plus faibles. Et là, maintenant, jusqu'à maintenant, il y avait des couches qui faisaient des guerres de proxy. Aujourd'hui, il est tout seul. Donc, comment on peut dire, le roi est nu. Mais néanmoins, quand on compare la stratégie ou bien le comportement de Netanyahou et lui, on voit bien que Netanyahou va voir les blessés, les gens qui ont perdu des choses. Lui, il est allé se cacher. Donc, il n'y a même pas un clameur, si on peut dire ça, pour encourager l'armée. C'est pas ça, comme vous dites, et pour continuer. Vous voulez dire qu'il ne s'exprime pas, qu'il ne parle pas aux civils iraniens qui sont morts, par exemple, ces derniers jours dans les bombardements? En fait, ça fait longtemps, il a toujours envoyé des sosies. En fait, dans les hôpitaux, quand il y avait des tels ou tels qui étaient tués, même avant ces attaques, il envoyait des sosies. Les Iraniens s'amusaient en disant, regardez comment est celui-là. Absolument. Et on voyait à travers des différences des oreilles et tout ça, que c'était... Et là, est-ce qu'on est sûr que c'est lui qui s'exprime? Ce que je suis en train de penser. Pour moi, pour qu'il soit en sécurité, par rapport à toutes les techniques utilisées par Mossad depuis plusieurs mois, il ne doit pas être ni en contact d'un microphone, ni en contact avec un outil intelligent comme téléphone. Ouais. Enfin, il doit être en contact de rien du tout. C'est pour ça qu'hier, il a passé une partie de ses capacités dans la main du Conseil suprême des gardiens pour qu'il ne soit pas obligé de recevoir des informations et donner des ordres. Vous voyez, c'est vraiment, on est en train de le mettre dans un trou de souris pour que les Américains et les Israéliens décident ce qu'il faut faire avec. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur... évidemment, il s'adressait à Trump en premier, on l'a compris, Amiral Goldefi, avec des menaces, puisqu'il met en garde contre des dommages irréparables en cas d'intervention américaine. À votre avis, quel pourrait être, je dirais, l'élément déclencheur pour Donald Trump pour y aller? Ah, si je savais, je vous le dirais, mais on peut essayer d'élaborer un peu là-dessus. La difficulté qu'ont les dirigeants, c'est de connaître le logiciel de l'adversaire. De connaître le logiciel de Poutine dans la guerre en Ukraine, de connaître le logiciel. Et là, en plus, il faut connaître le logiciel du président Trump. Et ça, personne ne le connaît. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Alors, on voit comment il opère, par coup de boutoir. Il revient en arrière sans que ça lui coûte quelque chose, ni à l'intérieur des États-Unis, en termes de sondage, ni pour sa présentation personnelle. Donc ça peut être un tout petit élément, un Américain qui est tué, on peut considérer que c'est une perte et profit, ou au contraire que c'est une agression inadmissible. Ce qu'il a, c'est qu'il a un pouvoir destructeur phénoménal, bien sûr, conventionnel, je ne parle pas de nucléaire, qu'on connaît, qui est en train d'être décrit sur les plateaux, et qui représente bien sûr pour l'Iran l'assurance d'être détruit. Non pas la population, mais d'être détruit. Donc ça peut être un élément, c'est pas la dépêche d'Ems, mais ça peut être un élément auquel on ne s'attend pas.
il y a des centres de commandement au Qatar, hein, toutes les opérations aériennes des États-Unis et des alliés sont conduites dans toute la région à partir du Qatar, à partir de Doha. Ça peut être une autre base, ça peut être des soldats américains en Irak, hein, puisque vous savez qu'il y en a dans la lutte contre Daesh. Ça peut être... je ne pense pas qu'ils reproduisent les otages de l'ambassade non, pas otage, mais une explosion. Oui. Voilà. Oui, il sera plutôt destructeur que otage, parce qu'en 1980, il y avait une part de négociation de la part des dirigeants iraniens. Donc l'élément déclenchant, ce sera une petite allumette quelque part, mais on ne sait pas qui craque l'allumette et où il la craque. D'ailleurs, au passage, la Chine a rappelé ses ressortissants en Iran. Oui, pas les États-Unis encore, me semble-t-il. Pour l'instant, il n'y a pas d'opération prévue de venir Alors, les rapatrier les ressortissants américains en Iran. La fermeture de leur ambassade à Jérusalem jusqu'à vendredi. Ils ont demandé aux employés... En Iran, pardon. En Iran, parce que face au risque en l'occurrence, potentiellement qu'un Américain soit touché. Et là aussi, ils le savent très bien où ils sont, et ces personnes-là sont... Non, je parle des ressortissants potentiellement des Américains qui pourraient... Vous disiez si un Américain est touché, oui, ou un soldat... En Iran, il n'y en a pas. Par principe, il n'y en a pas, et s'ils le sont, je leur souhaite d'être extrêmement ils sont bien prudents, gardés, ou alors ils sont extrêmement bien protégés. Mais en général, on rappelle qu'il n'y a pas d'ambassade américaine en Iran depuis 45 ans. Depuis 79, que finalement les médiateurs, c'est l'ambassadeur en l'occurrence suisse qui fait cette ambassade. Et concernant effectivement les personnes qui peuvent être sur place, que ce soit j'allais dire européens ou d'autres pays, ils sont actuellement, alors c'est toute la difficulté, ils ne peuvent pas quitter par les airs effectivement le pays, mais ils essayent par d'autres moyens effectivement d'échapper, en tout cas de quitter Téhéran. En ce qui concerne Israël, là il y a énormément effectivement d'ambassades qui là aussi demandent à faire ressortir notamment le Royaume-Uni à évacuer les familles des personnels diplomatiques, la Pologne également, la France de son côté est en cours, en tout cas pour les touristes qui sont sur place, et on a appris notamment tout à l'heure que Israël notamment permettait justement à certaines personnes de se rendre notamment dans les aéroports, parce qu'il y a certains... En fait, Israël va assouplir certaines conditions. Il y a certains vols qui ont été, déjà qui ont été opérés pour. Alors c'est Elal, bien évidemment, la compagnie israélienne, mais de manière à ne pas être touchés, ils volent vraiment à très basse altitude, et donc il y a dès hier soir déjà des avions qui sont arrivés et qui vont repartir dans l'autre sens. Et sinon, la voie la plus simple et la plus sécurisée, c'est de passer par la Jordanie, raison pour laquelle il y a un peu plus de monde effectivement à la frontière Israël-Jordanie. Est-ce qu'on peut dire que la voie diplomatique est terminée dans ce conflit? La négociation, là on en est vraiment dans des déclarations de guerre et de menaces presque d'homme à homme d'une certaine façon. Aujourd'hui, les États-Unis et Israël sont en position de force. Je ne vois pas pourquoi ils vont aller négocier. En fait, c'est un peu comme... Pourtant, c'est ce que Trump dit, qu'au fond, son but, c'est de négocier. Oui, il a dit ça un peu. Après, il a dit qu'il était plus d'humeur à négocier. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus dans l'idée de poursuivre la guerre. Et ce sont maintenant plutôt le régime iranien, même s'il ne le dit pas forcément officiellement, mais c'est plutôt le régime iranien qui, lui, est plutôt ouvert à la négociation. Sachant que, vous savez, dans les préceptes islamiques, il y a un précepte qui est très important, qui est la main que tu ne peux pas briser, baise-la jusqu'à ce que tu puisses la briser. Ce qui signifie qu'ils pourraient relancer les négociations, faire semblant qu'ils sont parvenus à un accord pour en fait se refaire une santé et poursuivre leur plan, sachant qu'ils savent très bien, comme nous tous, que l'année prochaine, il y a des élections aux États-Unis, que peut-être que Donald Trump sera dans une autre posture, que Benjamin Netanyahou peut être renversé, qui pourrait être aussi dans une nouvelle posture. Donc gagner du temps. Du temps. Et donc, aujourd'hui, le régime iranien, si vous lui dites, voilà, on fait un accord où ils sauvent un petit peu leur face, ils le signent tout de suite. Ils accepteront tout. Là, vous pensez que l'Iran est en mesure d'accepter le demande. Mais ça ne sera pas vrai, c'est ça ce que je vous dis. Ça serait un accord qui est dans le but de le trahir. J'ai compris, ce ne seront que des paroles et que des promesses. Absolument. Par contre, pour eux, c'est impossible parce que leur existence dépend aux conditions que Trump a demandé. Plus de matière fissile,
C'est-à-dire tout ce qu'ils ont enrichi, il faut que ça parte. Même s'ils le volent pour l'utilisation civile, il faut qu'ils l'achètent de l'extérieur. Et puis l'ensemble des dispositifs vont être détruits et que les Américains viendront sur les sites pour vérifier et ou compléter. C'est-à-dire il n'y aurait plus ce sur lequel leur survie dépendait. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit non. Et maintenant, peut-être, comme vous le dites, et puis c'est tout à fait une percepte islamique de dire on va le faire, on va signer et on verra demain comment ça va se faire. On poursuit cette discussion juste après l'essentiel de l'info à 14h30. Il répond à la menace américaine. L'ayatollah Ali Khamenei s'est exprimé à la télévision d'État il y a quelques instants. À son tour, il met en garde les États-Unis de dommages irréparables en cas d'intervention américaine. Il affirme que l'Iran ne se rendra jamais sous la pression. Hier, Donald Trump avait réclamé la reddition de l'Iran des propos jugés inacceptables par le guide suprême iranien. Des menaces, mais aussi sur le terrain, des affrontements qui se poursuivent entre les deux pays. L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce la destruction par Israël de 2 bâtiments où étaient fabriqués des composants de centrifugeuses. Selon un journaliste de l'AFP, à Téhéran, une série d'explosions a été entendue en ce début d'après-midi. L'Iran, de son côté, a lancé des missiles balistiques sur l'État hébreu, la plupart interceptés par le Dôme de Fer. La situation au Proche-Orient qui sera au cœur d'un conseil de sécurité et de défense tout à l'heure à 16h à l'Élysée. Autour du chef de l'État, le Premier ministre ainsi que tous les ministres régaliens. Pour ce deuxième conseil de sécurité depuis le début du conflit vendredi dernier, il sera question d'évaluer la sécurité des ressortissants français et des bases françaises dans la région ainsi que l'évolution de la menace. Le conclave sur les retraites joue les prolongations. Hier, ce qui devait être la dernière journée de négociation entre les partenaires sociaux n'a pas abouti. Le gouvernement propose une journée supplémentaire pour tenter de trouver un terrain d'entente. Ça sera lundi prochain, mais le patronat n'a pas encore confirmé sa présence. Et puis, ça ne vous aura sans doute pas échappé, le thermomètre s'envole aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Et ce n'est pas terminé. Cette fin de semaine s'annonce estivale. La région Occitanie est particulièrement touchée. 34 degrés attendus à Albi cet après-midi et cela va